Il y a des soirs où le silence semble attendre quelque chose, une vérité oubliée, un secret prêt à se dévoiler. Ce soir-là, la brume anglaise recouvrait tout, comme si même le temps retenait son souffle. Les pas feutrés d'Hercule Poirot allaient bientôt troubler cette paix trompeuse. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prête. Entrons dans l'histoire. Je me souviens parfaitement du matin où Poirot reçut la lettre. Nous venions de terminer le petit déjeuner, un de ces repas paisibles où mon ami arrangeait méthodiquement chaque ustensile avant d'y toucher. Lorsqu'un courrier orné d'un sceau d'argent fut déposé sur la table, Poirot leva un sourcil. Une main aristocratique, Hastings, voyait le soin du tracé, la régularité du pli. Et ce sceau, une couronne stylisée surmontant l'initiale C. Je lus par-dessus son épaule. Lady Clémentine Ashcroft vous prie, Monsieur Hercule Poirot, ainsi que le capitaine Hastings, d'honorer de votre présence un dîner au manoir de Greyhaven, Kent, ce samedi à 8 heures. Je me rappelais le nom, Lady Clémentine, veuve d'un diplomate disparu en mer. Une femme admirée, disait-on, pour sa beauté et son mystère. Qu'en dites-vous, Poirot? Il caressa pensivement sa moustache. Quand une dame célèbre invite Hercule Poirot à dîner, mon ami, ce n'est jamais pour admirer ses moustaches. Et il glissa la lettre dans son portefeuille, un éclat d'intérêt allumant ses yeux gris. Le samedi suivant, la pluie s'abattait sans relâche sur la route du Kent. La voiture, lancée à vive allure, semblait peiner contre les rafales. Poirot, emmitouflé dans son manteau, observait les champs noyés sous l'eau avec une grimace de désapprobation. Une pluie continue, Hastings, c'est toujours de mauvais augure. Elle lave trop de choses, les traces, les vérités, les consciences. Je souris. Vous parlez comme si nous allions à une enquête, non à un dîner. Mais oui, mon ami, répondit-il doucement. Dans chaque dîner, il y a un mystère, parfois dans le menu, parfois dans les regards. Le vent fit trembler la voiture. Les phares découpèrent d'une allée bordée d'ifs tordus. Au loin, un éclair révéla une demeure massive, perdue dans la brume. Greyhaven, murmura Poirot. Voilà un nom qui promet plus d'ombre que de lumière. Le majordome nous accueillit, à la porte avec un respect presque cérémoniel. Son visage, mince et sans expression, contrastait avec le feu vacillant du hall. « Lady Clémentine vous attendra pour le dîner, messieurs », annonça-t-il d'une voix basse. Nous suivîmes un couloir décoré de portraits anciens, leur regard semblant épier nos pas. Poirot, toujours attentif, observait les moindres détails. Un vase déplacé, une trace d'humidité sur le tapis, une pendule arrêtée à 7 heures. Ce manoir est bien tenu. Hastings, mais il y flotte. Comment dire? Une discipline trop parfaite, comme si l'ordre ici cachait la peur. Je frissonnais malgré moi. Le majordome ouvrit la porte d'un salon richement éclairé. L'air sentait le bois ciré et quelque chose d'autre. Un parfum doux et poudré, vaguement floral. Poirot huma l'air. De la violette, nota-t-il, une senteur délicate, mais persistante. Le dîner se déroula dans une salle immense, où un lustre de cristal diffusait une lumière jaune et vacillante. Le mari de Lady Clémentine, Sir Reginald Ashcroft, présidait la table, un homme au regard sombre, dont chaque mot semblait peser. À sa droite, une jeune femme frêle, la dame de compagnie, tremblait chaque fois qu'il lui adressait la parole. Face à nous, le docteur du village, un homme aux manières trop affables, et un voisin, érudit distrait, parlaient d'archéologie
et de tempête. Poirot, quant à lui, observait davantage qu'il ne mangeait. Il notait la disposition des couverts, le silence forcé du personnel, et surtout, cette chaise vide, à l'extrémité de la table, où un couvert restait intact. « Lady Clémentine nous rejoindra-t-elle » demandai-je. Sir Reginald esquissa un sourire glacé. « Lady Clémentine est souffrante, capitaine. Elle vous prie de l'excuser. » Je crus voir Poirot cligner des yeux, avec une lueur d'intérêt, le genre de regard qui annonçait qu'une énigme venait de naître. Le repas s'acheva, dans un silence où seul le crépitement du feu faisait écho aux assiettes. Poirot, d'un air songeur, observait la place restée vide. Voilà un dîner singulier, Hastings, une sottesse, invisible, un mari qui parle trop peu et un parfum qui ne veut pas s'effacer. En sortant de table, il s'attarda près du couloir, menant aux appartements privés. Le même parfum de violette flottait, plus fort, comme s'il émanait d'une porte close. Le majordome s'avança aussitôt. « C'était les privés, monsieur. » Poirot s'inclina poliment. Naturellement. Hercule Poirot ne franchit jamais une porte sans invitation. Mais je le connaissais trop bien. Ce ton léger n'était qu'un voile sur une vigilance extrême. 2 heures, la pluie redoubla, battant contre les vitres comme une insistance du destin. Et je sentis confusément que Lady Clémentine, absente, venait pourtant de s'inviter dans notre nuit. Le lendemain matin, la maison semblait enveloppée d'un calme inquiet. En entrant dans la salle à manger, je fus frappé par l'agitation silencieuse du personnel. Les domestiques se déplaçaient avec une nervosité qu'ils tentaient de dissimuler. La table du petit-déjeuner était dressée avec soin, mais la place principale, celle de Lady Clémentine, restait étrangement vide. Sir Reginald, assis à l'autre extrémité, lisait son journal sans tourner une seule page. Poirot, lui, observait l'ensemble avec une attention feutrée, sans rien dire. Au bout de quelques minutes, je ne pus contenir ma curiosité. « Lady Clémentine n'est pas encore levée ?» Le majordome eut un léger tressaillement. « Milady n'a pas sonné ce matin, monsieur. Sa chambre est fermée, mais son lit n'a pas été défait. » Un silence lourd tomba. Poirot posa sa tasse avec lenteur. « Voilà qui est singulier, » fit-il doucement. « Une maison anglaise ne respire jamais la sérénité lorsqu'une femme manque à son thé du matin. » Sir Reginald finit par rompre ce silence gêné. Il posa le journal, le replia avec soin, et dit d'une voix contenue « Ma femme est partie précipitamment cette nuit. Une affaire personnelle, un déplacement prévu de longue date. » Je crus entendre Poirot émettre un léger son nasal, signe de désapprobation. Sans prévenir son personnel, sans emporter de bagages. C'est, convenons-en, un départ bien discret. Le mari fronça les sourcils. « Lady Clémentine n'a jamais eu de compte à rendre à personne, monsieur Poirot. » Je perçus dans cette phrase une irritation mêlée de défense. Poirot, lui, resta impassible. « Et vous, monsieur, étiez-vous informé de cette décision soudaine ?» Non. Mais ma femme est sujette à des impulsions. Il est inutile de dramatiser. » Poirot inclina la tête avec douceur. « Peut-être avez-vous raison, Sir Reginald. Mais parfois, les impulsions cachent des vérités plus profondes que la raison. » À la fin de la matinée, un inspecteur de police du village arriva au manoir. C'était un homme corpulent, au visage rougeau, manifestement peu impressionné par la renommée de Poirot. Il interrogea brièvement Sir Reginald dans le salon, griffonnant des notes d'un air distrait. Aucune trace d'effraction, rien de suspect. D'après le mari, Lady Clémentine avait parlé de partir quelque temps. « Voilà tout, » conclut-il. Poirot l'écoutait sans l'interrompre, les bras croisés. « Vous penchez donc pour une fugue sentimentale ? » « C'est souvent le cas, monsieur.
une femme mélancolique, un chagrin ancien, un ami d'autrefois. Cela se répète. Poirot hocha lentement la tête, comme s'il méditait une évidence banale. Les histoires d'amour, mon cher inspecteur, sont les plus commodes des explications, surtout quand elles évitent de chercher plus loin. L'autre haussa les épaules et quitta la pièce, laissant derrière lui l'odeur du tabac froid et une conclusion hâtive. Lorsque le policier fut parti, Poirot demanda à voir les appartements de Lady Clémentine. Nous montâmes l'escalier principal, dont les marches craquaient faiblement sous nos pas. Arrivé devant la chambre close, Poirot s'arrêta. « Vous sentez, Hastings ?» Je reniflai l'air, sans comprendre. « Une odeur de violette » dit-elle à mi-voix, très subtile et pourtant persistante. Il resta immobile, le regard fixé sur la porte. Le parfum d'une femme, Hastings, c'est comme une signature. Il marque le lieu où elle a voulu être ou celui où elle ne reviendra plus. Je ne répondis rien. Le couloir semblait figé dans un silence anormal, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Poirot inclina la tête, puis effleura la poignée, verrouillée. « Le vide est parfois plus bavard que la parole, » murmura-t-il. « Et ce parfum, croyez-moi, raconte déjà une histoire. » Sir Reginald, après quelques hésitations, donna la clé de la chambre. Nous entrâmes. Tout y était d'un ordre irréprochable, le lit lisse, la coiffeuse rangée, la pendule arrêtée à minuit. Poirot fit lentement le tour de la pièce, observant chaque détail. Un livre ouvert sur la table de nuit, une tasse vide, un rideau légèrement déplacé. « Rien n'a été emporté, remarquai-je. »« Justement, mon ami, voilà ce qui est troublant. L'absence véritable laisse toujours un désordre derrière elle. Ici, c'est trop parfait. » Il s'agenouilla près du dressing. « Voyez, les bijoux sont là, les vêtements aussi, sauf cette paire de gants. »« Des gants ? » ?»« Oui. Et s'ils sont absents, c'est qu'ils ont servi à dissimuler quelque chose. » Il referma doucement la porte de l'armoire, songeur. Une femme partie par impulsion n'emporte pas ses gants, mais une femme qui a peur, peut-être. L'après-midi s'annonçait lourde et grise. Poirot décida qu'il était temps de s'entretenir avec le personnel du manoir. Nous fûmes introduits dans un petit salon, où attendaient, alignés comme des écoliers, la gouvernante, le majordome, la cuisinière et 2 jeunes domestiques. La tension était palpable. Chacun semblait redouter une faute sans savoir laquelle. Poirot, d'un ton courtois, commença par des questions anodines, les habitudes de Lady Clémentine, son emploi du temps, ses humeurs récentes. Les réponses se voulaient précises, mais l'inquiétude les rendait maladroites. « Milady était-elle triste ces derniers jours ?» demanda-t-il. « Non, monsieur, » répondit la gouvernante. « Trop vite. » Poirot inclina légèrement la tête, un sourire discret flottant sur ses lèvres. Trop heureux d'apprendre que Lady Clémentine rayonnait de bonheur, dit-il doucement. Voilà qui rend sa disparition d'autant plus inexplicable, n'est-ce pas? Personne ne répondit. Je remarquai que les yeux du majordome se fixaient obstinément sur le tapis. La cuisinière, elle, triturait son tablier. Poirot les observa avec bienveillance, mais je sentis que son esprit, sous ce calme apparent, enregistrait tout. Lorsque les autres furent congédiés, Poirot demanda à parler seul à la gouvernante. C'était une femme sèche, au visage taillé à la serpe, qui semblait vivre pour la perfection du linge et le silence des couloirs. « Vous avez vu Lady Clémentine hier soir ?» demanda Poirot. « Oui, monsieur, vers 9 heures. Elle m'a dit qu'elle allait se reposer. » « 9 heures précises ? » ?»« Oui, monsieur, j'en suis certaine. » Poirot hocha la tête. « C'est curieux, » murmura-t-il. « Le valet affirme avoir entendu la voix de Milady à 10h30 dans le couloir. »
La gouvernante pâlit légèrement. Le valet a dû se tromper. Sans doute, répondit Poirot avec douceur. Il est si facile de confondre l'heure, surtout lorsque l'on souhaite qu'elle reste immobile. Elle baissa les yeux, triturant son mouchoir. Poirot n'ajouta rien, mais je vis, à la tension de ses doigts croisés, qu'il venait d'obtenir plus qu'une réponse, une faille. Plus tard dans l'après-midi, en traversant le couloir menant à la terrasse, je vis le majordome agenouillé, frottant le sol avec une ardeur inhabituelle. « Vous nettoyez sous la pluie ?» demandai-je, surpris. Il sursauta, puis répondit. « Il y avait de la boue, monsieur. Je préfère garder la terrasse impeccable. » Poirot nous rejoignit, son regard glissant du chiffon humide aux dalles. « De la boue, dites-vous? Mais cette boue vient du jardin, n'est-ce pas ?» Et pourtant, les pas semblent se diriger vers l'extérieur, pas vers la maison. Le majordome détourna les yeux. « Peut-être un chien, monsieur. » Poirot s'agenouilla pour examiner les traces. Un chien aux chaussures fines, voilà un animal bien élégant. Je crus voir l'homme tressaillir. Poirot se releva, épousseta ses genoux et déclara d'un ton léger. « Continuez, mon brave. Rien n'est plus respectable qu'un sol propre. Sauf, peut-être, une conscience nette. » Et me prenant par le bras, il m'entraîna sans un mot. Au moment où nous regagnions le hall, Sir Reginald venait de recevoir un télégramme. Il le lut rapidement, le visage impassible, puis le froissa avant de le glisser dans sa poche. Poirot, qui ne perd jamais une miette, s'approcha avec la politesse d'un chat curieux. « De bonnes termes nouvelles, je l'espère. »« Une affaire personnelle, » répondit le mari sèchement. Poirot sourit, naturellement. Ces affaires-là exigent toujours la plus grande discrétion. Mais je vis son regard se poser sur la main de Sir Reginald. Elle tremblait. Plus tard, dans le vestibule, Poirot ramassa discrètement un minuscule morceau de papier déchiré, tombé du télégramme. Il y lut un mot à demi effacé. « Retard. »« Intéressant, » dit-il à voix basse. « Un retard. Mais de quoi? D'un train, d'une lettre ou du destin ?» Je savais alors que, pour Poirot, le jeu venait de changer de dimension. En fin d'après-midi, nous traversâmes les jardins détrempés pour rejoindre la serre. L'air y était lourd, saturé d'humidité et de parfum végétal. Poirot marchait lentement, son regard glissant sur les pots renversés, les tiges brisées. « Une pièce charmante, » dit-il, mais désordonnée. « Voyez, Hastings, le désordre est toujours l'ombre d'une lutte. » Il s'accroupit soudain, écartant quelques feuilles. « Regardez ici. » Je vis alors un petit éclat nacré, pris dans la terre humide. C'était un fragment de perle. « Le collier de Lady Clémentine » m'exclamai-je. Poirot le prit délicatement, entre deux doigts. Ou ce qu'il en reste, une femme perd rarement une perle, à moins d'y laisser quelque chose d'elle-même. Il glissa la perle dans un mouchoir et ajouta « Il faut toujours écouter les objets, Hastings. Ils mentent moins que les hommes. » Je compris alors que la serre, refuge des vivants, venait peut-être de révéler la trace des morts. Le soir tomba sur le manoir, étouffant les derniers reflets du jour. Le personnel s'était retiré, et Sir Reginald restait enfermé dans son bureau. Poirot, assis près du feu, fixait la flamme avec une intensité presque religieuse. « Hastings, » dit-il enfin, « les vérités les plus sombres se cachent parfois derrière les visages les plus polis. » Je compris qu'il ne parlait plus du personnel, mais de quelque chose de plus profond, plus intime. « Vous soupçonnez quelqu'un ?»« Mon ami, » répondit-il doucement. « Je ne soupçonne jamais. J'observe. Et ce que j'ai observé aujourd'hui me fait craindre un drame qui dépasse les convenances. » Il se leva, remit de l'ordre dans la table du salon et ajouta
l'ordre apparent d'une maison anglaise, Hastings, est parfois le dernier rempart avant le chaos. Dehors, le vent s'éleva, et le parfum de violette sembla traverser la pièce, comme un souffle d'outre-tombe. Ce fut le soir même, alors que la maison s'assoupissait sous un ciel sans lune, que je remarquai le tableau. Il se trouvait dans le grand salon, au-dessus de la cheminée. La lueur du feu en soulignait les teintes adoucies. Une jeune femme, splendide de grâce, vêtue d'une robe d'un autre âge, posait la main sur le bras d'un homme à la physionomie noble et rêveuse. Je m'approchai, frappé par la ressemblance frappante entre ce visage et celui de Lady Clémentine, la même expression délicate, la même mélancolie dans les yeux. Poirot, sans un mot, vint se placer à mes côtés. Il demeura longtemps immobile, son regard glissant du visage de la dame à celui de son compagnon inconnu. « Intéressant, » murmura-t-il enfin, « très intéressant. » Puis, d'un ton songeur. « Il est des portraits qui ne représentent pas seulement des personnes, Hastings, mais des promesses non tenues. » Je sentis, sans pouvoir l'expliquer, qu'un fil du passé venait d'être tiré et que, déjà, la trame du présent commençait à s'en défaire. Le lendemain matin, Poirot retourna devant le portrait, muni de sa loupe. Je le vis examiner avec minutie la bordure dorée du cadre. « Remarquez, mon ami, » dit-il, « il y avait ici une petite plaque gravée. Elle y a été arrachée récemment. » Je m'inclinai pour mieux voir. L'endroit laissait en effet paraître une marque nette, un rectangle plus clair sur le bois ancien. On aurait voulu effacer le nom de l'homme, hasardai-je. Poirot acquiesça lentement. Effacer un nom, Hastings, c'est plus qu'un geste, c'est une volonté d'effacer un souvenir. Mais les souvenirs, eux, ne se laissent pas chasser si facilement. Il effleura le cadre du bout du doigt, puis ajouta avec gravité. Ce tableau a plus d'un secret à raconter. Et croyez-moi, il parlera à sa manière. Ce fut le vieux jardinier, un homme voûté au regard clair, qui nous en apprit davantage. Poirot l'avait invité à prendre le thé dans l'office, et, flatté de l'attention, il parla volontiers. « Oui, monsieur, je me souviens de ces années-là. Lady Clémentine était toute jeune, pleine de rire et de lumière. Et puis, un gentleman vint, souvent au manoir. Un homme de la mer, disait-on. Toujours en uniforme, toujours avec un bouquet de violettes. »« De violettes ?» interrompit Poirot, l'œil pétillant. « Oui, monsieur. C'était son parfum à elle. Il se promenait dans la serre. Et puis, un jour, on apprit que le bateau de ce monsieur avait sombré au large de Portsmouth. » Le vieil homme baissa la voix. Milady ne fut plus jamais la même après cela. Le mari qu'elle épousa ensuite n'était pas celui qu'elle aimait. Poirot le remercia doucement, puis me dit, dès qu'il fut parti, « Le passé, Hastings, revient toujours chercher ceux qui lui ont menti. » L'après-midi même, en fouillant un secrétaire ancien, trouvé dans un boudoir, Poirot découvrit un compartiment secret. Il en sortit une enveloppe jaunie, cachetée autrefois d'une cire désormais brisée. Il lut silencieusement, ses sourcils s'arquèrent. Puis il me tendit la lettre. L'écriture était nerveuse, masculine. « Clémentine, vous m'avez juré de garder le silence, mais le monde ignore ce que vous avez fait. Je ne puis vivre sous cette ombre sans que la vérité éclate. Si vous ne venez pas à moi avant la fin du mois, tout sera révélé. » Une signature illisible terminait la missive. Je levai les yeux vers Poirot. « Un chantage, dis-je. Peut-être. Ou bien une supplique d'amour blessé. » Il replia soigneusement la lettre et la glissa dans sa poche. Quoi qu'il en soit, Hastings, cette lettre lie le cœur à la faute. Et l'un ou l'autre finit toujours par se briser. Ce soir-là, Poirot resta seul dans le grand salon. Je le trouvai,
Plus tard, debout devant le portrait, la lettre à la main, respirant lentement l'air où flottait encore, imperceptible, le parfum de violette. « Hastings, dit-il sans se retourner. Les objets ont une mémoire. Ce tableau, cette lettre, ce parfum. Chacun conserve une trace du passé, et ensemble, ils composent la confession d'une âme. » Je demeurai silencieux. Poirot poursuivit, pensif. « Le passé, mon ami, ne meurt jamais. Il se déguise simplement en souvenir, et parfois, ce déguisement devient si parfait qu'il trompe même celui qui l'a porté. » Il posa la lettre sur la cheminée, regarda un instant la flamme, puis ajouta, presque pour lui-même. Lady Clémentine voulait fuir son passé, mais il semble qu'il ait préféré la rattraper ici même. En regagnant nos chambres, je fus frappé par le silence de mon ami. Poirot, d'ordinaire si volubile, marchait les mains derrière le dos, la tête inclinée. « Vous semblez ému, dis-je prudemment. » Il eut un léger sourire. « Ému, Hastings ? Peut-être. Cette affaire a une couleur de tristesse. Ce n'est pas un crime ordinaire. C'est une faute ancienne qui cherche sa réparation. » Je ne compris pas tout de suite, mais je sentis, à sa voix, qu'il ne parlait plus seulement de Lady Clémentine. Dans le couloir, il s'arrêta net, regardant la lumière filtrée sous la porte close de la chambre de la disparue. « Vous voyez, mon ami, murmura-t-il, certains fantômes ne hantent pas les lieux, mais les consciences. » Et il quitta le couloir sans un mot de plus, laissant derrière lui un parfum de mystère et de violette. Le lendemain matin, un tumulte secoua le manoir. On entendit des pas précipités dans le vestibule, des voix contenues, puis un ordre prononcé avec la froideur d'un verdict. Lorsque je descendis, le spectacle me frappa. Sir Reginald Ashcroft, debout dans le grand hall, était entouré de 2 agents de police. Son visage, habituellement impassible, portait une pâleur étrange, presque cireuse. Poirot se tenait près de la cheminée, les mains croisées derrière le dos, observant la scène sans mot dire. « Sir Reginald Ashcroft, » dit l'inspecteur, « vous êtes arrêté pour la disparition suspecte de votre épouse, Lady Clémentine. » Un murmure parcourut le personnel, réuni. La dame de compagnie étouffa un cri. Le majordome détourna le regard. « C'est absurde !» protesta le mari. « Vous n'avez aucune preuve. »« Au contraire, » répliqua l'inspecteur, « nous en avons plusieurs, et votre silence n'en est pas la moindre. » Je sentis l'indignation me gagner, mais Poirot demeurait impassible, le regard fixé sur le mari comme s'il voyait déjà au-delà des apparences. L'après-midi même, les journaux locaux s'étaient emparés de l'affaire. Dans le petit salon, un agent de police expliqua froidement à Poirot les éléments qui accablaient Sir Reginald. Des dettes, monsieur, de grosses dettes, des créanciers menaçants, et surtout une assurance vie, souscrite il y a 2 mois, au nom de Lady Clémentine. Je restais stupéfait. Vous voulez dire qu'il aurait tué sa femme pour l'argent ? Il y a plus, ajouta l'agent. Il s'est renseigné récemment sur les formalités de versement. Poirot, toujours calme, se pencha vers la table où reposait un dossier de documents. L'argent, dit-il doucement, est un mobile commode, trop commode. Les policiers l'aiment parce qu'il rassure la logique. Mais la logique humaine, Hastings, est souvent paresseuse. Il referma le dossier d'un geste précis. « Nous verrons, » conclut-il simplement. Je dois l'avouer, pour une fois, je ne partageais pas les doutes de mon ami. Tout me semblait limpide. « Enfin, Poirot, » dis-je, « les faits sont là. Le mari ruiné, l'assurance vie, la disparition. C'est classique. »« Justement, » répondit-il sans lever les yeux. « Les choses classiques le sont rarement en réalité. » Je persistais.
Vous cherchez trop loin. Cet homme n'a ni cœur ni scrupules. Vous avez vu son regard? Il est froid, calculateur. » Poirot sourit faiblement. « Vous jugez avec vos émotions, mon ami. C'est une arme dangereuse. Mais vous-même, vous ne niez pas qu'il ment. Mentir n'est pas toujours tuer, Hastings. Il faut apprendre à distinguer le mensonge du crime. Je me tue, agacé, persuadé que cette fois, Poirot se trompait. Le soir, je retrouvais Poirot dans le grand salon, assis près d'une fenêtre ouverte. Le vent entrait doucement, soulevant les rideaux avec lenteur. Il ne dit rien d'abord. Ses yeux suivaient un point invisible au dehors. « Vous réfléchissez encore à Sir Reginald ?» demandai-je. « Je réfléchis, Hastings, à ce que l'on ne regarde jamais. Les courants d'air. Ils portent la vérité mieux que les hommes, je ne compris pas. Vous plaisantez, sans doute? Pas du tout. Observez. Le vent entre par la fenêtre, mais le parfum qu'il apporte, ne vient-il pas d'ailleurs? » Je respirai. Une senteur légère flottait, reconnaissable entre mille, la violette. Poirot murmura. « Elle est partout, cette odeur. » Comme si Lady Clémentine refusait de quitter la maison. Il resta songeur, puis referma doucement la fenêtre. « Il est trop tôt pour conclure, mon ami. Toujours trop tôt. » Plus tard dans la nuit, je surpris Poirot dans le couloir, menant à la chambre de Lady Clémentine. Il se tenait près d'une fenêtre entr'ouverte, les mains derrière le dos, respirant l'air frais. « Vous ne dormez pas ?» dis-je. « Non, Hastings, une pensée m'empêche de dormir. Venez. » Je m'approchai. Il désigna l'extérieur. « Dites-moi d'où vient cette odeur ?» Je humai l'air. Le parfum de violette semblait flotter non depuis la chambre, mais du jardin. « Du dehors? Mais comment ?» Poirot hocha la tête. « Voilà toute la question. Le parfum d'une femme ne s'échappe pas ainsi, à moins qu'elle-même soit passée par là. » Je restai muet. « Et souvenez-vous, » ajouta-t-il, « le majordome a nettoyé la terrasse, trop vite. Peut-être voulait-il effacer des pas, ou un souvenir. » Il se redressa, son regard brillant dans la pénombre. « Les odeurs, Hastings, sont les témoins les plus fidèles. Elles ne mentent jamais sur la direction du vent. » Le lendemain, la police annonça triomphalement que l'enquête touchait à sa fin. Sir Reginald serait transféré à Londres. Je trouvai Poirot dans le vestibule, son chapeau à la main. « Vous partez ?» demandai-je, surpris. « Oui, mon ami, mais pas à Londres, là où le vent me conduit. » Il se tourna vers moi, son regard malicieux empreint d'une gravité douce. « Mon cher Hastings, il est dangereux de conclure quand le vent porte l'odeur dans le mauvais sens. » Et, sans un mot de plus, il s'éloigna, me laissant dans ce couloir imprégné du parfum persistant de la violette, et d'un doute plus fort, encore que les certitudes de la veille. Ce soir-là, Poirot demeura longtemps silencieux, assis devant le feu. Je le vis, les paupières mi-closes, comme absorbé par quelque vision intérieure. « Vous revoyez la scène du dîner, n'est-ce pas ?» demandai-je. Il acquiesça sans un mot. Ses doigts esquissaient dans l'air des gestes imperceptibles, comme s'il comptait les souvenirs un à un. « Je revois, » dit-il enfin, le moment où le mari a levé son verre. La dame de compagnie a baissé les yeux. Le docteur a parlé du temps. Et surtout, Hastings, je ne revois pas Lady Clémentine se lever. Je restais interdit. Vous voulez dire que notre mémoire collective a été conduite, orientée. Nous croyons tous l'avoir vue, parce que tout, autour d'elle, y faisait croire. Il prit un air songeur. Une illusion soigneusement tissée, mon ami. Et une illusion, comme un parfum, finit toujours par se dissiper. Alors qu'il parlait encore, un souvenir me frappa soudain. Poirot. Le soir du dîner, Lady Clémentine portait son collier de perles. Je m'en souviens parfaitement.
Ah, fit-il, les sourcils relevés. Continuez. Ce même collier a été retrouvé brisé dans la serre, non? Poirot demeura immobile quelques secondes. Vous avez raison, Hastings. Ce détail change tout. Si Lady Clémentine portait le collier au dîner, et qu'il fut ensuite retrouvé ailleurs, cela signifie qu'il y en avait deux, hasardai-je. Non, mon ami, un seul, mais refait à la hâte. Les perles ne sont pas des jumelles parfaites. Leur ordre trahit la main qui les a recomposées. Il joignit les doigts, pensif. Voyez-vous, Hastings, les mensonges sont comme ces colliers. Il suffit qu'une seule perle soit déplacée pour que tout le fil de la vérité s'en trouve déformé. Le lendemain matin, Poirot fit venir chacun des convives dans la bibliothèque. Il prit des notes minutieuses, questionna sur les heures, les propos, les déplacements. « À quelle heure Lady Clémentine s'est-elle retirée de table » demanda-t-il. Les réponses furent vagues. Vers 9 heures, peut-être 9:15. Je crois l'avoir vue au salon. Autant de certitudes inconsistantes. Poirot hocha lentement la tête. Personne, dit-il, ne peut affirmer l'avoir vue après le dessert. C'est fort intéressant. Puis, s'adressant à moi, observez, Hastings, comme les souvenirs s'accordent trop bien. C'est toujours le signe qu'ils ont été harmonisés. Je compris alors son raisonnement. À partir d'un certain moment, Lady Clémentine avait cessé d'exister aux yeux de tous. Ou plutôt, murmura Poirot, elle avait cessé d'être elle-même. Il remercia les invités, ferma son carnet et dit simplement « Le moment est venu de faire parler les reflets, mon ami. » Ce fut un hasard qui fit éclater la vérité. Un photographe du village vint proposer ses clichés du dîner pour le journal local. Poirot, toujours courtois, accepta de les examiner. Sur l'une des photos, Lady Clémentine apparaissait debout, un verre à la main. Mais Poirot se pencha, soudain, intrigué. « Hastings, regardez ce miroir derrière elle. » Je m'exécutai. Dans le reflet, le visage de la femme semblait différent, plus anguleux, plus tendu. « Ce n'est pas elle, soufflai-je. »« Précisément, confirma Poirot. Un reflet ne ment pas, surtout lorsqu'il révèle ce que l'œil croit connaître. » Il fit venir aussitôt la dame de compagnie. Lorsqu'elle vit la photographie, elle chancela. « Mademoiselle, dit Poirot d'une voix douce, pourquoi vous être donné la peine d'imiter Lady Clémentine? Pour qui jouiez-vous ce rôle ?» Elle pâlit, ses lèvres tremblèrent. « Je voulais seulement la protéger, monsieur. Elle me l'avait demandé. » Poirot croisa les mains. « Non, mademoiselle, elle n'avait rien demandé. C'est vous qui avez voulu la sauver, d'elle-même. » Elle finit par tout avouer. Ce soir-là, Lady Clémentine lui avait confié son désarroi. Un scandale menaçait de rejaillir du passé. Elle devait s'éloigner quelques jours, en secret. « Je ne voulais pas que sœur Reginald soupçonne quoi que ce soit, » dit la jeune femme d'une voix brisée. « Alors, je me suis habillée comme elle. » Poirot écoutait sans l'interrompre. « Vous aviez la même taille, la même silhouette, un peu de poudre, une coiffure semblable, et tout le monde a cru voir. » Lady Clémentine. « Oui, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. » Elle serra ses mains tremblantes. Je pensais qu'elle reviendrait le lendemain. Mais quand j'ai appris qu'on avait retrouvé le collier, j'ai compris qu'il lui était arrivé malheur. Poirot inclina la tête. « Vous avez donc menti par fidélité, mais chaque mensonge, mademoiselle, est une dette, et les dettes, tôt ou tard, se paient. » Elle éclata en sanglots. Poirot, avec une douceur que je ne lui connaissais pas, lui tendit un mouchoir. « Mademoiselle, il faut tout dire. Vous aimiez Lady Clémentine, n'est-ce pas ?» Elle hocha faiblement la tête. « Je l'aimais plus que ma propre vie. Elle était ma lumière et mon ombre. Je voulais la sauver,
même de ses propres fautes. Quand elle m'a supplié de la remplacer, j'ai cru que c'était une preuve de confiance. Poirot écoutait, impassible. Et quand elle ne revint pas, alors j'ai voulu continuer à être elle, pour qu'on ne la salisse pas, pour qu'on se souvienne d'elle comme d'une femme parfaite. J'ai porté son parfum, ses bijoux, ses mots, jusqu'à ne plus savoir où je finissais, où elle commençait. Un silence profond suivit. Poirot se leva lentement. L'amour, dit-il enfin, devient monstrueux quand il prétend protéger la vérité. Avant de la laisser partir, Poirot sortit de sa poche un écrin. « Un dernier détail, mademoiselle, » dit-il doucement. « Le collier. » Elle baissa les yeux. Je l'ai refait moi-même. Les perles s'étaient détachées. Je voulais qu'il soit intact lorsqu'elle reviendrait. « Et vous avez mal replacé 3 perles, » répondit Poirot. « L'ordre n'est pas le même. » Elle se mit à pleurer. « C'est donc cela qui m'a trahi. » »« Non, mademoiselle, la vérité vous a trahi avant vos mains. » Poirot referma l'écrin et ajouta d'une voix plus grave. « Ce collier, voyez-vous, symbolise tout votre mensonge. Il brille, mais il n'est plus vrai. » Puis, se tournant vers moi, il conclut. « Hastings, parfois, il suffit d'une perle déplacée pour que l'illusion se défasse. » À la demande de Poirot, tous les habitants du manoir furent réunis, ce soir-là, dans le grand salon. La pluie battait contre les vitres et le feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant sur les visages des ombres vacillantes. L'atmosphère était lourde, presque irrespirable. Le majordome se tenait raide près de la porte. La gouvernante tremblait légèrement, et Sir Reginald fixait obstinément le tapis sans lever les yeux. Poirot, immobile, les mains croisées sur sa poitrine, attendait que le silence s'impose de lui-même. Il n'avait plus l'air du détective en quête d'indices, mais d'un juge intérieur prêt à prononcer une vérité que nul ne voulait entendre. Je sentis un frisson courir dans mon dos. Tout dans cette pièce semblait prêt à se rompre. Le calme, la dignité, la retenue anglaise, qui n'était plus qu'une façade fragile. Enfin, Poirot parla d'une voix claire, presque solennelle. « Mesdames, messieurs, l'heure est venue de remettre de l'ordre dans ce chaos. » Et le manoir entier sembla suspendre son souffle. Poirot s'avança d'un pas, son regard glissant sur chaque visage comme une lame douce, mais inévitable. « Chacun ici, dit-il, a menti. Pas toujours par malice, mais par peur, par loyauté, par amour, parfois. » Il tourna d'abord ses yeux vers la gouvernante. « Vous avez menti sur l'heure à laquelle vous avez vu Lady Clémentine. Vous vouliez protéger quelqu'un, n'est-ce pas ?» La femme baissa la tête sans répondre. Puis à l'intention du majordome, « Et vous, mon brave, vous avez nettoyé des traces qu'il aurait mieux valu laisser à la boue. » Un tremblement secoua la figure impassible du domestique. Poirot continua, implacable. « Quant à vous, Sir Reginald, vous avez reçu un télégramme, et vous l'avez caché, mais non pour dissimuler un crime, pour éviter un scandale. » L'homme releva lentement la tête, blême, incapable de nier. « Ce manoir, conclut Poirot, est une maison de silence et de peur. Et ce sont ces deux-là, Hastings, qui tuent plus sûrement qu'un pistolet. » Poirot reprit d'une voix plus posée. « Permettez-moi de rassembler les fils. Un collier refait à la hâte, un parfum venu du jardin, une lettre d'autrefois, un reflet dans un miroir. Ces éléments, apparemment étrangers, tissent une même toile. » Il marqua une pause. Le collier d'abord, il trahit une main tremblante, celle d'une femme voulant réparer, non un bijou, mais un mensonge. Le parfum, il venait du dehors, preuve qu'une présence avait quitté la maison cette nuit-là. La lettre ancienne, retrouvée par hasard, parlait d'amour et de menaces, le passé qui refusait de mourir. Et le miroir, ah, ce miroir,
Il montrait un visage qui n'était pas celui de lady Clémentine, mais celui d'une ombre. Un murmure parcourut l'assemblée. « Ainsi, dit Poirot, tout ce qui paraissait logique était faux, et tout ce qui semblait insignifiant était essentiel. » Il releva doucement la tête. « Mes amis, la vérité se cache rarement dans le tumulte. Elle s'y perd. C'est dans les détails que Dieu écrit son drame. » Poirot prit une inspiration lente avant de révéler le cœur du mystère. « Lady Clémentine, annonça-t-il, avait tout prévu. Elle voulait disparaître quelques jours pour fuir un scandale ancien. Cette lettre d'un homme disparu, revenu la menaçait. Il se tourna vers sœur Reginald. Elle craignait que vous ne découvriez son secret. Son amour de jeunesse, ce marin perdu en mer, n'était pas mort comme on le croyait. Il la faisait chanter. Un frisson parcourut la salle. Alors, continua Poirot, lady Clémentine a mis au point un plan. Faire croire à un voyage soudain, se cacher jusqu'à ce que tout soit réglé. Pour cela, elle demanda à sa dame de compagnie de prendre sa place le soir du dîner. La jeune femme, blême, ferma les yeux. Mais le plan tourna au drame, ajouta Poirot doucement. Un geste de panique, une querelle. Et lady Clémentine tomba. Le silence qui suivit fut absolu, presque sacré. La dame de compagnie se leva d'un bond, les mains jointes. « Oui, cria-t-elle, c'est moi, mais je ne voulais pas la tuer. Je voulais l'aider, la sauver. » Poirot la regarda longuement, sans dureté. « Vous l'aimiez, dit-il simplement. » Elle éclata en sanglots. « Oui, plus que tout au monde. Elle me faisait confiance. Elle me regardait comme une sœur, comme une amie. Quand elle m'a parlé de ce marin, de sa peur, j'ai voulu qu'elle parte, qu'elle oublie. J'ai cru qu'en prenant sa place, je pouvais effacer le passé. Elle tremblait de tout son corps. Mais quand elle est revenue dans la serre, et que je lui ai dit de repartir, elle m'a supplié de la laisser parler à son mari. Je l'ai retenue par le bras. Elle a glissé, et la chute a suffi. Sa voix se brisa. Poirot murmura, presque ému. « L'amour, mademoiselle, peut être la plus cruelle des forces lorsqu'il prétend sauver ce qu'il aime. » Personne n'osa parler. Même le feu semblait s'être éteint dans la cheminée. Poirot s'approcha lentement de la jeune femme, posa une main sur son épaule. « Mademoiselle, dit-il, je ne crois pas que la justice des hommes puisse comprendre votre geste, mais moi, je le comprends. Il n'y a point ici de monstres, seulement des cœurs égarés. » Elle releva les yeux, noyée de larmes. Sœur Réginald, lui, s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. Je ressentis une étrange paix mêlée de tristesse. Tout le mystère venait de se dénouer, mais aucune victoire ne s'en dégageait. Poirot parla encore, sa voix plus douce que jamais. Les passions humaines, Hastings, sont comme ces feux de cheminée. Si l'on souffle trop fort dessus, elles consument tout. Si l'on les laisse s'éteindre, elles glacent le cœur. Et le silence, immense, reprit sa place dans le manoir. Lorsque nous quittâmes le salon, la pluie s'était arrêtée. Je marchais derrière Poirot, songeant à tout ce que nous venions d'entendre. Il avait rendu l'ordre au monde, mais sans triomphe, sans éclat. Je compris alors que, pour lui, la justice n'était pas vengeance, mais équilibre, fragile, humain, presque tendre. Il s'arrêta sur le seuil et me dit simplement « Voyez-vous, Hastings, il faut parfois refermer la porte du passé sans la verrouiller. » Je ne répondis pas. Le vent portait encore un parfum léger de violette. Lorsque Poirot eut terminé, la dame de compagnie demeura un instant immobile, droite comme une statue. Puis, soudain, ses genoux fléchirent. Elle s'avança lentement vers lui, les yeux emplis de larmes, la voix étranglée. « Monsieur Poirot, je ne puis plus me taire. » Un silence se fit,
si profond qu'on aurait entendu tomber une épingle. Elle porta ses mains à son visage et sanglota. « Oui, c'est moi. J'ai causé sa mort. Mais je ne voulais pas, je le jure devant Dieu. » Ces mots éclataient, comme des éclairs, dans la lourdeur du salon. Poirot, impassible, ne dit rien. Son regard, plein de gravité, ne contenait ni colère ni triomphe. La jeune femme tomba à genoux, le visage enfoui dans ses mains. Je voulais la sauver, et je l'ai perdue. Une stupeur sacrée s'installa, où même le feu sembla s'interrompre pour écouter cette détresse. Elle parla d'une voix haletante, entrecoupée de sanglots. « Je l'aimais, » murmura-t-elle, « pas comme on aime une amie, mais comme on aime le soleil qu'on ne peut approcher. J'aurais tout fait pour elle. » Poirot la regardait sans bouger. « Lady Clémentine était ma vie, » continua-t-elle. Elle me disait tout, sauf ce qu'elle craignait le plus, ce secret du passé, cet homme revenu d'entre les morts. Quand elle m'a dit qu'elle voulait disparaître, j'ai compris qu'elle voulait fuir la honte, non la justice. Sa voix trembla. Je ne pouvais la laisser seule. Alors, j'ai pris sa robe, son collier, son parfum. J'ai voulu devenir elle pour quelques heures, pour que le monde ne voie rien. Elle essuya ses larmes d'un geste nerveux. Mais plus je jouais son rôle, plus je m'y perdais. J'étais Lady Clémentine, et je ne pouvais plus redevenir moi-même. Elle reprit, la tête baissée, d'une voix presque éteinte. Ce soir-là, elle devait partir avant minuit. Tout était prêt. Je devais retenir les invités pendant qu'elle s'échappait par la serre. Mais elle est revenue, bouleversée. Elle disait qu'elle voulait tout avouer à son mari. Un frisson traversa son corps. Je l'ai suppliée de ne rien dire. Elle pleurait, moi aussi. Elle a voulu me repousser. Je l'ai retenue par le bras. Et puis, un cri, un seul, et le silence. Ses doigts crispés se tordaient dans un geste de désespoir. Elle a glissé. Je l'ai vue tomber. J'ai voulu courir à elle, mais je n'ai pas osé. J'ai cru qu'elle vivait encore. Alors j'ai refermé la porte. J'ai nettoyé les traces. Et j'ai prié toute la nuit. Poirot, immobile, laissait chaque mot retomber comme une pierre dans un lac sans fond. Lorsque le récit s'acheva, la jeune femme demeura à genoux, tremblante. Poirot, les mains jointes, la contempla longuement. Son visage exprimait une pitié si pure qu'elle en détourna les yeux. « Mademoiselle, » dit-il doucement, « vous avez commis une faute terrible, mais votre cœur, lui, n'était pas criminel. » Elle secoua la tête. « Ce cœur, monsieur, m'a perdu. » Poirot soupira. « Les cœurs ne perdent personne, mademoiselle. Ce sont les illusions qu'ils fabriquent qui nous mènent au malheur. » Il se pencha, releva la coupable avec une lenteur presque tendre, et la confia à l'inspecteur, sans un mot de plus. Lorsqu'elle sortit du salon, son pas résonna faiblement dans le couloir, puis s'éteignit, comme un souffle de vie qu'on emporte. Je vis alors Poirot s'asseoir, le regard perdu dans la flamme mourante. Jamais encore je ne l'avais vu si lasse. Quand nous nous retrouvâmes seuls, je cherchais une parole de réconfort. « Vous ne pouviez rien faire, » dis-je. Il secoua doucement la tête. « Peut-être, mon ami, mais cela ne console point. » Un long silence suivit. Puis, il reprit. « Il existe deux justices, Hastings, celle des hommes, que l'on écrit dans les livres, et celle du cœur, que l'on ne peut ni prononcer ni juger. Ce soir, c'est la seconde que j'ai entendu parler. » Ses yeux brillaient d'une lumière mélancolique. « Vous voyez, » ajouta-t-il, « il n'est pas de crime plus douloureux que celui né de l'amour. Il n'y a pas de châtiment à cela, sinon la mémoire. » Je ne trouvais rien à répondre. Poirot posa une main légère sur mon bras. « Nous, les détectives, nous cherchons des coupables. Mais parfois, Hastings,
Il n'y a que des âmes fatiguées. Le manoir retrouva peu à peu son calme. Mais c'était un calme étrange, comme si chaque mur retenait un secret. Je restai longtemps près de la fenêtre, écoutant la pluie fine sur les vitres. Le parfum de violette, encore une fois, flottait dans l'air, discret, persistant, presque irréel. Poirot ne parlait plus. Il observait les flammes s'éteindre, les mains croisées, le regard absent. Je compris alors que le véritable silence n'était pas celui de la maison, mais celui qui s'était installé dans nos cœurs. Car même la vérité, quand elle arrive trop tard, pèse plus lourd que le mensonge. Le lendemain, nous reprîmes le train pour Londres. Le trajet se fit dans un silence que ni Poirot ni moi ne cherchâmes à rompre. Le paysage défilait sous une brume pâle, effaçant les contours des champs, comme pour engloutir à jamais le souvenir du manoir du Kent. Poirot, immobile, paraissait absorbé dans ses pensées. De temps à autre, il refermait les yeux, et je devinais qu'il repassait mentalement le fil des événements, non pour en savourer la résolution, mais pour en mesurer le poids humain. Je tentai de parler, mais ma voix me sembla déplacée dans cette atmosphère de recueillement. Lorsque nous arrivâmes à Victoria Station, la pluie fine tombait encore, obstinée, rythmant la lenteur des pas et des pensées. Je compris alors que certaines vérités, même dévoilées, ne s'éteignent jamais. Elles demeurent suspendues dans l'air, comme une brume que nul vent ne chasse. Ce soir-là, ne parvenant à trouver le sommeil, je sortis marcher dans Piccadilly. Londres s'étendait sous une bruine légère, et les réverbères diffusaient une clarté dorée, presque irréelle. Je marchais sans but, songeant à Lady Clémentine, à sa beauté, distante, à la tragédie silencieuse qui l'avait consumée. Tout semblait déjà loin, et pourtant si proche encore, comme un rêve dont on s'éveille mal. Soudain, une passante me frôla. Elle portait un manteau sombre, et derrière elle flotta un parfum subtil, une odeur de violette à peine perceptible, mais si précise que mon cœur se serra. Je m'arrêtai net, le souffle suspendu. Cette senteur, c'était celle du manoir, celle du couloir, celle de la chambre vide où tout avait commencé. Je la suivis des yeux quelques instants, puis la foule l'engloutit. Ce parfum, fragile comme un écho, fit remonter en moi des images confuses, le rire discret de Lady Clémentine, la lueur inquiète dans son regard, sa voix lorsqu'elle évoquait la mer, et cette étrange impression qu'elle vivait déjà dans le souvenir d'elle-même. Je la revis, telle qu'elle devait être avant les mensonges, avant la peur, avant l'amour dévoyé d'une autre femme, et soudain, je sentis une mélancolie profonde m'envahir. Lady Clémentine n'avait pas mérité la mort, mais peut-être avait-elle pressenti qu'elle n'échapperait pas à son destin. Il y avait chez elle quelque chose de ces êtres faits pour se dissoudre dans le mystère qu'ils portent. Le parfum s'était éteint depuis longtemps, mais je croyais encore le sentir, comme si le vent de Londres gardait mémoire d'une âme en fuite. J'étais encore là, immobile au coin de la rue, lorsque Poirot m'aperçut. Il s'approcha sans bruit, son parapluie fermé sous le bras, le chapeau incliné sur le front. « Vous avez l'air pensif, mon ami, » dit-il doucement. Ce parfum, Poirot. Il me semblait reconnaître celui de Lady Clémentine. Il hocha la tête, un mince sourire aux lèvres. Ah, le parfum! C'est un messager capricieux, Hastings. Il nous rappelle ceux qui ne sont plus, mais il ne ramène pas leur innocence. Puis, fixant le ciel gris, il ajouta lentement. Les parfums passent, mon ami, mais les vérités, elles, demeurent dans l'air pour qui sait respirer. Il marqua une pause, puis reprit son chemin. Et dans cette phrase, à la fois simple et insondable,
Je crus entendre toute la mélancolie du génie de Poirot, sa lucidité tendre, sa compassion secrète pour les âmes perdues. Je restai seul, quelque temps, regardant s'éloigner la silhouette de mon ami. Autour de moi, Londres bruissait doucement, la ville reprenait son cours, indifférente aux tragédies humaines. Je pensais à Lady Clémentine, à sa dame de compagnie, à la fine ligne qui sépare le dévouement de la folie. Peut-être, songeai-je, que certaines vérités ne se découvrent que pour mieux peser sur nos cœurs. Il me sembla alors que, dans le murmure du vent, un souffle de violette passait encore, comme un dernier adieu, et je compris que si Poirot rendait l'ordre au monde, le monde, lui, ne cessait jamais de trembler. Ce dernier chapitre clôt le récit dans une atmosphère de mélancolie feutrée et de réflexion morale. Le parfum de violette, symbole de la mémoire et du secret, persiste comme un fil invisible entre la vie et la mort, tandis que Poirot et Hastings reprennent leur marche dans un monde où les vérités demeurent, suspendues dans l'air. Parfois, la vérité ne triomphe pas en éclats, elle s'installe simplement, comme un parfum qui ne s'efface jamais. Et vous, auriez-vous su reconnaître l'amour caché sous les ombres du mensonge? Dites-le-moi en commentaire. Si cette enquête vous a touché, aimez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer, et partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères du cœur autant que ceux du crime, car, au fond, chaque secret laissé dans le silence continue de murmurer quelque part dans la nuit.